Vous écoutez le podcast 160 de Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité et de l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 septembre 2019 et c'est l'épisode 160 de Lifetile. Ne vous étonnez pas, il n'y a pas eu d'épisode 159 et cela, on pourra vous l'expliquer ultérieurement. Alors, c'est une seconde reprise pour nous pour cette saison 9 et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 personnes avec moi. J'ai tout d'abord Cassim qui est là. Bonsoir Cassim. Salut, bonsoir, bonjour. Bon, ça va la forme? La reprise se passe bien? Ça va, c'est la rentrée, tout va bien, tout se passe bien, l'actualité reprend, c'est cool. Ok, ça te donne un peu de matière pour travailler. Exactement. À côté de toi, il est là, il est dans le nord, c'est Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Tu es prêt toi pour parler d'actu Microsoft? Ouais, et je vous fais remarquer que j'ai rangé le bar derrière, il n'y a plus tout le bordel qu'il y avait la dernière fois. D'accord, merci Florian. J'ai eu la remarque en live, donc bon, cette fois c'est fait. Ok, merci beaucoup. Et le 4e est là, c'est David qui nous arrive depuis la Vendée. Salut David. David. Salut les copains, content de vous retrouver. Allez, moi je vous propose d'attaquer sans plus attendre sur l'actualité du jour. Et on va... Et on va commencer avec une news énorme qui va vous prendre au moins 30 secondes de votre temps. C'est la news Flobo. Allez Flobo, parle-en, c'était la dernière qui restait. Elle est pour toi. La news Planner. Planner a une nouvelle icône, Fluent Design, comme tous les autres services Microsoft. Je pense qu'on arrive à tous les services maintenant, mais évidemment, il doit y en avoir encore un ou deux que j'ai oublié dans un coin. Oui, sûrement. Mais oui, comme toujours, la nouvelle icône Fluent Design pour Planner est arrivée. Peut-être maintenant, il y a l'icône Office qui n'a pas encore changé depuis quelques années. Peut-être qu'il faudrait qu'il la change en une icône Fluent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Ouais, mais ça va arriver, ça. Ça va arriver. L'icône du scanner de Windows 10, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Oui, c'est vrai, aussi. Bon, après, si on cherche ce qui n'a pas changé depuis 20 ans, je crois qu'on va trouver beaucoup de choses. Oui, ok. Allez, dans les choses qui changent, par contre, il me semble avoir vu que chez Microsoft, alors en tout cas dans le cas d'Office, on a les abonnements Office 365, mais il semblerait que pour les insiders, ça ne s'appelle plus comme ça. Non, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots, Florian? Oui. Eh bien, en fait, c'est assez amusant puisque hier, il y a Richard Hay, donc Winops sur Twitter, qui a posté un petit article comme quoi il trouvait que les lignes entre l'abonnement Office 365 et donc la suite Office, plus des minutes Skype, plus quoi d'autre, plus OneDrive. Du stockage cloud. Plus le stockage OneDrive. Et l'abonnement Microsoft 365, qui est vraiment pour les pros, qui est Office 365, plus des licences Windows, plus des outils Defender pour la sécurité de mémoire. Et bien, il trouvait que les lignes entre ces deux abonnements commençaient à disparaître de plus en plus et que certains services qui étaient Office 365 commençaient à être plus intégrés vers Microsoft 365 et que, par exemple, dans la prochaine session de Microsoft Ignite, la conférence qui a lieu plus tard cette année, eh bien, il commence à avoir plus d'événements Microsoft 365 que d'événements Office 365. Et donc, il se demandait si à terme, Office 365 n'allait pas disparaître et devenir une partie de Microsoft 365 qui deviendrait le seul abonnement de Microsoft. Ça irait dans le sens de l'histoire actuelle où Microsoft... Alors Flobo, je t'arrête une seconde. Oui. Est-ce que Flobo, tu pourrais nous dire en quoi consiste l'offre Microsoft 365? Parce qu'Office 365, c'était Word, Excel, Publisher, Access, PowerPoint, puis ce que tu disais. Je l'ai pas dit il y a quelques secondes. Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? Je croyais que je venais de l'expliquer il y a 3 minutes. Mais donc Microsoft 365, c'est Office 365 avec en plus pour les entreprises des abonnements, des licences Windows et tout ce qui est des outils de sécurité. D'accord, alors c'est moi j'ai des petites coupures de son, mais c'est pas grave. Ok, autant pour moi. Voilà, pas de souci. Et donc, ce qu'il disait, c'est que donc, dans la prochaine conférence Microsoft Ignite, il y avait plus de conférences sur Microsoft 365 que sur Office 365, avec des produits qui étaient à l'origine dans Office 365 qui commencent à migrer petit à petit vers Microsoft 365. Et donc, il se demandait si à long terme,
Office 365 n'allait pas disparaître et devenir une partie de Microsoft 365. Et par un hasard assez extraordinaire, moi ce matin, j'ouvre mon Word et là je vois que c'est plus écrit Microsoft Word Office 365, mais c'est écrit Microsoft Word Microsoft 365. Et lorsque je vais sur la page de mon abonnement Office, je vais cliquer sur Fichier et puis Compte, là j'ai écrit abonnement Microsoft 365. Et alors, là où c'est écrit avant, abonnement Office 365. Et donc, il semblerait que Microsoft joue avec l'idée donc de faire disparaître à terme le nom Office 365 pour avoir un seul grand type d'abonnement qui serait Microsoft 365. Évidemment, je pense qu'il y aura encore des distinctions entre le Microsoft 365 personnel, qui serait en fait le Office 365 actuel, et le Microsoft 365 Pro, qui serait le Microsoft 365 actuel. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Alors, on va continuer cette fois-ci avec encore une rubrique plutôt design, plutôt esthétique. C'est quelque chose qui te fait fortement plaisir, j'imagine, Florian. Oui. C'est qu'on va voir du noir partout. Oui, c'est ça. Ce qui est assez amusant, c'est que Microsoft, justement, en faisant la promotion de Microsoft 365, il y a quelques semaines, a sorti carrément un trailer, une sorte de publicité sur YouTube sur le fait qu'ils vont mettre des thèmes dark sur tous leurs services. Alors sur le Administration Center de Office 365, sur Planner, sur SharePoint, dans les applications OneDrive, Outlook, enfin bref, partout. Toutes les applications Microsoft auront en théorie un thème dark. Et c'est assez amusant quand même d'en faire carrément un trailer sur YouTube. C'est assez... on n'aurait pas cru ça il y a quelques années de Microsoft. Ça ressemble assez à celui qu'ils ont fait il y a quelques mois pour le terminal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a eu un pour... Ah oui, avec toutes les couleurs là, différentes. Ouais, c'est exactement le même style de terminal. Évidemment... D'ailleurs, le terminal qui est sorti ces jours-ci. Pardon ? Le terminal, il me semble, qui est sorti ces jours-ci, là, qui a enfin été publié. Il est sorti en bêta il y a déjà quelques mois. Après, je crois qu'il est encore en bêta pour l'instant. J'ai vu des news là-dessus, mais bon. Il y a une mise à jour. Il y a eu la version 0.4 qui amène une nouvelle police qui ajoute comment on dit, des jointures, comment on appelle ça, quand les caractères peuvent se coller les uns aux autres. Pardon ? Je sais pas, des ligatures ? Oui, par exemple, quand tu es un développeur mais différent, pas égal, quand il met donc point d'exclamation égal, ça va le transformer automatiquement en égal barré. Ouais, le signe mathématique différent. Voilà. Donc ils ont créé. Donc il y a une nouvelle version de Windows Terminal avec une nouvelle police qui est vraiment adaptée au développement, d'après ce qu'ils disent. Donc j'ai pas encore testé, ça vient de sortir aujourd'hui apparemment. C'est peut-être de ça dont tu parlais. Non, je parlais encore d'autre chose, mais c'est pas grave. Bon, moi, ça m'intéressait pas plus que ça, je ne l'ai pas gardé dans les documents. Voilà. Donc on en était où déjà? Parce que j'ai perdu le fil. Donc... Alors, la vidéo. Dark Mode Everywhere, mais je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui se sont mis à se moquer un peu de Microsoft assez rapidement d'ailleurs, parce qu'ils disent que oui, ils sont en train de rendre tous leurs services en noir, et en attendant, lorsqu'on fait un copier-coller sur Windows, lorsqu'on ouvre le gestionnaire de tâches, lorsqu'on voit un peu de configuration, il y a encore plein de fenêtres en blanc qui traînent un peu partout. Donc, bon, certains disent qu'il ferait bien de faire un peu le boulot en entier avant d'essayer de rendre noir des nouveaux services. Ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Allez, moi je vous propose d'enchaîner, de quitter le thème Dark. D'ailleurs, pour aller vers une application qui a aussi son thème Dark, c'est l'application Your Phone qui voit arriver plusieurs petites nouveautés, donc on va passer assez vite. Nous avons l'arrivée du niveau de batterie qui s'affiche dans l'application. Bon, c'est plutôt gadget, mais bon, c'est toujours bien que ce soit là. Nous avons également la possibilité pour certains appareils de téléphoner directement depuis le téléphone via l'application. Pardon, pas téléphoner, de téléphoner depuis l'ordinateur via le téléphone, par l'application. Et puis je crois que c'est tout pour l'instant comme nouveauté, Cassim. Il y a aussi la possibilité d'afficher, enfin ça affiche maintenant automatiquement le fond d'écran de ton téléphone sur l'application du téléphone dans l'application. Oui. Voilà, oui, enfin, pas grand-chose, voilà. Bon, on va continuer. Alors, si ça, c'était la news pour notre camarade Christophe. Microsoft a sorti une mise à jour magnifique pour les Surface RT il y a quelques jours, qui fait que les Surface RT ne peuvent plus utiliser Internet Explorer comme navigateur web. Et comme c'est un système RT et qu'il n'y a pas d'autre navigateur web, ils ne peuvent plus utiliser le navigateur web. C'est quand même sacrément con. Donc, si jamais vous êtes impacté, il faut supprimer la mise à jour qui s'appelle KB 45 16 067.
Voilà. Donc, si vous virez cette mise à jour, et puis normalement, vous êtes à nouveau en possibilité d'utiliser Internet Explorer. Mais Voilà. ajoutons une ligne quand même sur le super support Microsoft quand même sur Twitter qui, lorsqu'on lui a Ah là dit, là. lorsqu'on a été dire que y a un problème, est-ce que vous allez corriger? Ils ont dit non, parce que les surfaces RT ne sont plus supportées. Alors je leur ai Et tu donné dis, le mais lien putain, vers mais la page. laissez-les vivre. Pardon? Non, mais je leur ai Mais- donné le lien vers la page où c'est écrit que le support est tendu, les matchs de sécurité se finiront en 2023, ce à quoi nous n'avons jamais eu de réponse ensuite. Donc voilà. Et tu te rappelles quand même qu'ils m'ont envoyé un questionnaire de satisfaction pour savoir ce que j'avais pensé de leur intervention. Et heureusement pour eux, le lien était inactif. Ça me renvoie vers une page qui n'existe pas. Et heureusement, parce que sinon, je leur ai dit que c'était vraiment de la merde, leur service. Là. Enfin, Bah, voilà. surtout- Allez. Surtout Oui, que c'est Cassim. contre-intuitif, c'est surtout bizarre d'envoyer une mise à jour qui casse un truc pour ensuite dire non mais on gère pas les mises à jour. Alors vous venez d'en publier C'est ça. une. Quoi. Oui, Mais ça n'a c'est aucun sens. exactement ça. C'est ça. On leur a dit, mais il fallait laisser. Ça marchait jusque-là. Laissez-le. Allez, on va continuer cette fois-ci. Mais elle y a apporte quelqu'un sûrement qui quelque me chose, dit- cette mise à jour. Ah ben, elle a juste pété des certificats qui fait que Internet Explorer n'a plus le droit d'aller sur Internet. C'est con pour un navigateur quand même. Enfin bon, c'est mon avis, hein, pas celui de certaines personnes. Qui c'est qui nous parle de nom de code de la prochaine fusion avec Azure Flobo, je pense. Oui, c'est moi. En fait, la team Windows a fusionné avec la team Azure il y a à peu près un an, je crois. C'est ça, Cassim? Oui, à peu près. Un peu près. moins d'un an. Et Azure, pour la nouvelle version qui sortait donc 2 fois par an, utilisait des noms de code différents de Windows. Et maintenant, Windows va utiliser les mêmes noms de code que Azure. Alors, par exemple, les dernières versions de Azure qui étaient sorties, c'était Scandium, Titanium et Vanadium. Donc, ça correspondait sur Windows à 18H2, 19H1, 19H2, de mémoire, chose comme ça. Non. Ou un truc comme ça. Bref, Enfin, les en tout cas, c'est dernières les qui trois sont dernières. sorties, je sais plus où on en est. Les trois dernières mises à jour majeures. En tout cas. Bref. Pour, Et pour l'instant, sur Windows, on n'avait plus vraiment de nom de code. Toutes les builds avaient encore le vrai vieux nom de code Redstone depuis toujours. Et donc là, sur les dernières versions Insider, le nom de code de la build a enfin changé et a pris le même nom que la prochaine version de Azure. Alors leur idée, c'est qu'ils ils suivent la table périodique des éléments et ce sont leurs nouvelles versions. Alors comme la version actuelle est Vanadium, l'élément suivant dans la table périodique, ça aurait dû être Chromium. Mais bon, comme vous imaginez, c'est peut-être pas le meilleur nom de code pour une version de Windows. Alors à la place, ils ont pris un nom de code d'un élément fictif qui vient du capitaine Steve Rogers. Pardon? Captain America. Ouais, c'est ça. Bref, j'ai oublié le nom j'ai un trou là. J'ai oublié le Vibranium. Vibranium, voilà, bravo. Les gars, franchement, c'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu le film, c'est pour ça que ça c'est pas venu. Oui. Bref, en tout cas, donc la prochaine version de Windows s'appellera normalement Vibranium et la version ensuite devrait s'appeler Manganese parce qu'il faut suivre la table périodique s'il continue ses futurs noms. Bref, petite information. Ok. Mais je crois qu'on en avait parlé à l'épisode 158. Ces noms de code-là, ils traînent depuis un petit moment. Enfin, mais là, c'est rentré en application. Quoi. Ok. Bon, allez, sinon, on va avancer un peu plus avec quelques news très rapidement sur vraiment l'univers de Microsoft. Alors, pour vous annoncer que le gouvernement Trump avait demandé à Microsoft d'espionner, on ne sait pas trop qui, mais que Microsoft aurait refusé. Donc, le gouvernement Trump n'était pas tellement content. Voilà, bon, on va passer. Microsoft également va proposer une connexion, alors je crois par satellite, à Internet pour les zones rurales et ça devrait être pour aider à environ 9 millions de personnes. J'ai oublié, Cassim, tu sais si c'était aux États-Unis ou si c'était à travers le monde? Je ne me rappelle pas d'avoir vu l'information, mais à mon avis, souvent, c'est pour ce genre d'initiative, c'est pour des régions particulières dans le monde. Ça peut être l'Afrique centrale, ça peut être. Enfin, c'est souvent des régions où il n'y a pas d'internet fixe ou même mobile. Et pour aider, il y avait le projet, c'est un peu un concurrent du projet Looms de Google qui faisait ça avec des ballons. Des ballons sondes un petit peu, enfin ce genre de ballons. Ballons atmosphériques. C'est ça. Ok.
Bon, allez, on va passer ensuite sur la partie logicielle avec le nouveau navigateur qui ne s'appelle pas Credge, mais Edgeium, avec quelques nouveautés qui arrivent. Et il y a eu une petite guéguerre entre Chromium qui avait des retraits de fonctionnalités, Microsoft qui en rajoutait. Je pense que Flobo, tu es d'accord pour nous en parler un petit peu. Ça a égayé tes journées, tout ça. Oui, surtout que ça m'a fait un choc tellement puissant que j'en ai pas dormi cette nuit-là, on va dire. Bon, j'exagère, mais j'en ai mal dormi un peu, c'est vrai. Oui, donc Chrome, depuis quelques années, essaye de simplifier son navigateur. Ils veulent supprimer les fonctions qui sont peu utilisées, même si je trouve qu'elles sont extrêmement utiles. Par exemple, l'année dernière, ils avaient supprimé la fonctionnalité de mute, comment dire en français? Mute les onglets. Pour fermer les onglets ou pour couper le son des onglets. C'est-à-dire que sur le petit onglet, on a un petit haut-parleur, et lorsqu'on clique dessus, ça coupait le son de l'onglet. Et je trouvais ça assez pratique, par exemple, lorsqu'on avait plusieurs onglets, un onglet YouTube, on voulait couper quelques secondes, tant qu'on faisait autre chose, puis on va appuyer. Même, bien sûr, on a écouté de la musique, et là, il y a un onglet qui fait de la pub. Oui, voilà, exactement. Et ça, Chrome l'a supprimé parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas une bonne solution et qu'ils essaieraient de trouver mieux. Et Microsoft l'a réintégré dans le nouveau Edge basé sur Chrome. Une autre chose dans le même genre, c'est il y a déjà 2-3 semaines, Chrome a décidé de supprimer pas mal d'options dans le menu contextuel, clic droit, lorsqu'on clique sur un onglet donc, du navigateur. Ils ont supprimé fermer les onglets vers la gauche, fermer tous les autres onglets, réouvrir les onglets fermés. Fermer les onglets vers la droite. Pardon? C'est fermer les onglets vers la droite. Non, ça, ils l'ont laissé. C'est le seul qu'ils ont laissé. Ah, pardon, ok. Oui, ils ont laissé que celui-là, justement. Et... Ils ont enlevé à gauche, ils ont laissé à droite. Ouais, parce qu'ils disaient que la plupart des gens fermaient les onglets vers la droite, mais personne disait fermer les onglets vers la gauche dans les options. Peut-être, hein, je sais pas. Mais, je t'avoue que je n'utilise pas Chrome, donc je n'étais pas impacté. Voilà. Et le truc, c'est que 2 jours après la suppression donc, de ces options sur Chrome, ça a été répercuté sur le code de Edge et les fonctions ont disparu. Et là, moi, ça m'a rendu fou parce que j'appuie sur ces boutons à peu près 150 fois par jour. D'ailleurs, je faisais le test avec Florentin pour bien lui prouver. À chaque fois que j'essayais de cliquer ce bouton qui n'existe pas, je faisais un screenshot. Alors, il en recevait des centaines par jour. Je me disais, putain, j'en ai marre, tue-moi. Justement, Flobo, tu parles de Florentin. Il nous dit dans le chat que ce n'est pas le bouton fermer les onglets à gauche, mais fermer tous les autres onglets. Il y a les deux, il y a les 3, parce que pour l'instant, il y a les 3. Enfin, avant, il y avait fermé à gauche, fermé à droite et fermé tous les autres. Tous sauf celui qu'on a cliqué. Ouais, d'accord. C'est clair ou pas? Fermer tous les autres. Non, mais c'est clair, mais Florentin disait le contraire. Moi, je ne fais que relayer ses propos. Voilà. Bon, allez. Je crois. Voilà. Tu veux en rajouter, Flobo, là-dessus bref, 2 jours après, Microsoft m'a sauvé en remettant donc ces options dans le nouveau Edge. Et donc, je vous annonce que j'ai sur mon PC de boulot partout. J'ai officiellement désinstallé Chrome pour toujours après ce changement et j'ai remplacé par le nouveau Edge. Je n'utilise plus Chrome, je n'ai plus Chrome. Chrome a disparu. Chrome est mort pour moi après ces changements. Voilà. Ok, bon, écoute, super. Comme quoi, un petit truc. Ouais. Ok. Écoutez, je pense que sur Edge, on en a dit assez. Il va y avoir un peu plus là de matière à parler. Je pense que Cassim, là, c'est toi qui va peut-être être notre intervenant principal. Vous savez peut-être que le 2 octobre, il devrait y avoir une conférence Microsoft, une conférence de la division Surface. Donc, on espère avoir de belles annonces et du beau matériel à pas trop cher. Voilà, donc... le live sera accessible en streaming, donc vous pourrez le voir et assister en direct. Mais en attendant, est-ce que, Cassim, tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il en est des surfaces qui ont déjà fuité? Certaines ont déjà fuité, je crois que c'est les Surface Pro, dont on connaît déjà pas mal de choses. Est-ce que... Bon, faire un petit point sur le programme, sur ce qu'on attend pour le 2 octobre, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, effectivement, ça va être un gros événement. Si vous vous souvenez, l'année dernière, par exemple, il n'était pas streamé en direct et c'était un peu plus discret comme changement, enfin comme mise à jour. Là, cette année, il sera en direct. Il y aura Satya Nadella sur scène, donc ça montre un peu l'importance de l'événement pour la firme. Il y a le patron qui vient. Nous, on s'en fout, mais voilà, ça montre qu'il y a une présence qui est là. Et donc, ils vont annoncer un peu tout un tas de produits. Ils vont annoncer quand même pas mal, visiblement. Enfin, le programme a l'air chargé.
Le Ouais. premier, c'est donc la Surface Pro 7. Oui. Qui devrait. Alors, elle, ce qui va se passer, c'est que normalement, déjà, elle va recevoir enfin le fameux USB type C. que tout- Qu'on attend depuis 4 ans, 5 ans. C'est ça, ça va enfin arriver. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il devrait y avoir au moins un modèle qui devrait être basé sur ARM, donc le fameux concurrent d'Intel avec une puce Qualcomm Snapdragon, le truc qu'on retrouve normalement dans les smartphones. Ouais. Que Et Qualcomm dans essaie de les PC pousser. toujours connectés aussi. C'est ça, c'est le truc que Qualcomm essaie de pousser depuis un petit moment. Là, il y a une nouvelle génération de processeurs qui arrive, qui a l'air vraiment, vraiment très au point. Et la Surface Pro 7 serait une des premières à en bénéficier, d'autant que Microsoft aurait carrément travaillé avec Qualcomm sur une version spéciale de la puce, spécialement pour la Surface Pro 7. Donc, D'accord. Ce qui est possible vu que c'est de l'ARM. c'est tout à fait possible vu que c'est de l'ARM, c'est encore plus possible parce que c'est un partenariat. Enfin, Microsoft peut se permettre ce genre de partenariat. Tu m'étonnes. Donc, il n'y aurait pas d'USB Thunderbolt 3 vu que c'est une technologie Intel, mais il y aurait, mais du coup, il y aurait quand même de l'USB Type C, ce qui est déjà pas mal. J'imagine pour au moins remplacer le mini DisplayPort qui a plus aucune raison d'être sur les versions actuelles, enfin, vu que c'est un connecteur qui a disparu aujourd'hui, quoi. Ouais. Sinon, voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur la Surface Pro, je crois, si ce n'est que le stylet a déjà été, il y aurait toujours le fameux stylet, et Oui. il a été certifié par la FCC aux États-Unis, qui est un peu le régulateur officiel du gouvernement pour les produits qui fonctionnent sans fil. C'est le cas du Parce qu'il stylet. fonctionne en Bluetooth. Il fonctionne en Bluetooth, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que d'après la certification, il aurait de la recharge sans fil. Donc, potentiellement, ils ont peut-être changé de technologie pour le stylet, il consommerait peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il pourrait se recharger en sans fil en se branchant peut-être directement sur quand on l'aimante à la Sur le surface port d'alimentation. ou sur le port d'alimentation. Je pensais plutôt en sans fil, vraiment, tu le mets en aimant sur une des tranches de la Surface Pro et il se rechargerait. C'est comme ça, de mémoire, c'est comme ça que le nouveau stylet d'Apple se recharge avec l'iPad maintenant. D'accord, ok. Donc, ce serait intéressant. Donc, ça, c'est pour le Surface Pro. Après, on aurait un Surface Laptop qui lui aussi serait assez intéressant parce que il arrêterait d'être une copie de C'est la la Surface version Pro. 3, je crois. Exactement, on arriverait à la troisième génération, ce serait Surface Laptop 3. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il maintenant il serait en 15 pouces, donc il gagnerait en taille. Alors, Cassim, c'est qu'il proposerait toujours le 13, mais 12, et il proposerait aussi du 15, c'est ça, hein? On n'est pas exactement sûr sur ça. Je ne D'accord. sais pas exactement si la version 13 serait définitivement remplacée par la version 15 ou s'il y aurait deux versions différentes. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau modèle 15 pouces, il aurait un nouveau processeur lui aussi. Alors cette fois, c'est pas ARM, c'est pas Intel, mais c'est bien AMD qui serait aux commandes. Donc ce serait une puce tout en un qui ferait à la fois le processeur et carte graphique. Développé Ouais. par AMD, c'est un peu le même genre de puce qu'on retrouve dans la Xbox par exemple. D'accord. Alors, là, pour un Surface Laptop, ce serait beaucoup moins puissant en termes de graphisme, mais ce serait quand même plus puissant que ce qu'on a actuellement, je pense. Et l'augmentation de la taille laisse suggérer, le passage à 15 pouces, laisse suggérer que ce serait un PC plus véloce en fait, qui gagnerait un peu en puissance. Pour s'éloigner peut-être un peu de la Surface Pro, pour donner vraiment une segmentation entre les trois appareils, Ouais. entre Surface Laptop, Surface Pro et Surface Book. Et ce qui serait intéressant, c'est que AMD a des prix beaucoup plus compétitifs que Intel, donc potentiellement ce Surface Laptop serait moins cher que ce qu'on a actuellement. D'accord. On pourrait peut-être Ça passer sous serait les pas 1000 mal. Ah ouais, c'est pas mal, Et ça m'intéresse. ouais, et surtout que AMD actuellement a quand même du matériel qui est plutôt qui a bonne Ouais, presse, il me semble. moi j'ai l'avant-dernière génération, puisque j'ai dû renouveler en début d'année, mais la nouvelle génération là, elle est vraiment vraiment très bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à égaler Intel en étant à la moitié du prix, quoi. Enfin, et en consommant beaucoup moins.
Donc, Alors, un truc qui serait bien, ça serait qu'un de ces quatre, on se fasse un petit épisode hors série, en tuto, je ne sais pas où on le mettrait, mais où on pourrait parler justement du matériel qui est intéressant actuellement, sur lequel on pourrait se diriger et justement voir les avantages. Je pense que ça pourrait être faire sympa le pour point un peu. nos auditeurs. Surtout Ok. qu'en ce moment, on est vraiment une sorte de creuser des chemins avec le retour de beaucoup de marques, etc. Enfin, c'est plus compétitif que les dernières années, quoi. Donc, Ouais, c'est plus intéressant. ok. Bah, tu m'étonnes. Donc là, tu nous as parlé Surface Laptop. Ouais. Est-ce qu'on parle de Surface Book? Pas du tout, parce que je n'ai pas entendu parler, moi, dans les news. Alors, il y avait des rumeurs à l'origine qu'il y aurait un nouveau sur Facebook aussi. Là, les rumeurs, pour l'instant, elles ont un peu disparu sur ça, donc je ne sais pas s'il y aurait un sur Facebook. Peut-être que ce sera un renouvellement qui ne sera pas le cœur des annonces et qui sera juste un renouvellement sans changer le design, qui serait juste un changement des composants à l'intérieur, parce qu'il par contre, il se fait vieux en termes Ouais, parce qu'il a 2 ans quand même, le dernier. Ouais, il a été présenté en 2017, donc il se fait vieux. D'autant que là, il y a eu un gros gap sur ce qui a été annoncé. Faut se rappeler que ce PC, ce qui est particulier, c'est qu'il a un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA. Ouais. Et l'un comme l'autre, Intel, depuis, ils sont passés au 10 nanomètres, ils ont une toute nouvelle génération de processeurs qui est beaucoup plus performante. Et NVIDIA, ils ont une nouvelle génération de carte graphique qui est là aussi beaucoup plus performante. Donc le Surface Book, il a plus vraiment d'intérêt. Là, en fin 2019, il commence à vraiment manquer d'intérêt, surtout au prix auquel il est vendu. Donc il serait temps de le renouveler. Après, peut-être que s'il n'y a pas de rumeur, c'est peut-être juste qu'ils vont vraiment juste changer les composants à l'intérieur sans changer le design, quoi. D'accord. Pourtant, Ouais, ça serait juste une mise à jour du bazar. Mhm. Il y a 2 générations sur Facebook là. Ouais, on n'en est qu'à la Ouais. deuxième génération pour l'instant. Ouais, Elle a 2,5 parce qu'il y avait eu le premier, il y avait eu le base, je sais plus quoi, et puis il y avait eu le 2. Ouais, oui. Voilà. Donc allez, ça, c'est pour les, voilà, ça, c'est donc pour ça. les classiques, quoi, on va dire. Maintenant, Ouais. je vais Et passer un peu aux Centaurus? nouveautés. Ouais. Donc ça, c'est la grosse nouveauté que les gens attendent parce que ça fait quand même des années qu'on entend parler, qui serait ce concept de PC portable à 2 écrans qui se replierait un peu comme une Nintendo DS ou comme le nouveau smartphone pliable de Samsung en quelque sorte. À Galaxy l'époque, Fold? à l'époque, on le connaissait sous le nom de code Andromeda. Et c'était censé être un smartphone, et depuis ça a évolué pour devenir plutôt une sorte de PC portable, plus grand format donc. Mais du coup, c'est pour ça qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle maintenant Centaurus. En tout cas, c'est le nom de code qu'on lui donne. Et ce qui est très intéressant, c'est que il est encore très flou ce projet, et que ça semble être un push de la part de Microsoft pour essayer de créer un nouveau format. Et du coup, ce serait à la fois un produit développé par Microsoft avec une surface et en même temps un truc où ils aimeraient que les fabricants les suivent et proposent aussi leur propre PC qui reprendrait le même design. Donc on aurait une sorte un peu comme on avait eu la Surface Pro et après on avait eu chez Lenovo, Asus et compagnie des Surface Pro-like un peu qui ressemblaient beaucoup. Ouais. Là, ce serait un peu le même principe. Et ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'elle tournerait sous Windows Lite, le fameux OS qui s'appelle aussi Windows Core OS, qui a 40 000 noms, et dont on entend parler aussi là depuis plusieurs mois, et qui sont pas encore vraiment prêts. Donc c'est ça qui est un peu étrange. En termes de calendrier, j'ai l'impression que la machine physique est prête, et que le logiciel n'est pas prêt. Et c'est ce qui met bête. et c'est ce qui met un peu, si j'en comprends bien ce qui se passe, et c'est ce qui met un peu le doute sur le calendrier. Et ce qui est le plus probable, en fait, c'est qu'à cette conférence de octobre, on ait simplement un teasing, une bande-annonce pour montrer un peu le futur, qu'ils en parlent pour la première fois du projet, un peu comme quand ils ont annoncé la prochaine Xbox à l'E3 avec juste une petite bande-annonce en disant c'est Project Scarlett, c'est notre prochaine Xbox, elle sortira dans 1 an et demi. Bah là, ce serait un peu pareil avec Centaurus. C'est regardez, on a ce super prototype de PC 2 en 1. On va vous en parler pour commencer à donner l'envie peut-être aux développeurs de adapter leur travail pour Windows Lite et pour commencer à parler de l'OS qui accompagnera le PC. Ok, ça marche. Si je te parle de projet S, Cassim, c'est la même chose ou c'est encore quelque chose de différent? Parce que je m'y perds moi avec tous ces nouveaux projets. Non, mais c'est Bah un oui. peu. Il y a 46 000 trucs qui sont prévus pour cette conférence et il y a clairement
pas assez de temps dans une conférence pour que tout y soit, donc il y aura probablement des déçus ou des choses qui y seront pas. C'est Walking Cat, donc le fameux le compte Twitter qui révèle plein de noms de code et qui suit de près des trucs de Microsoft, qui a parlé d'un mystérieux projet S, dont on ne sait pas du tout ce que c'est, si ce n'est que c'est un nom de code utilisé par l'équipe Surface, donc ça veut dire que c'est un appareil. Et le truc, c'est que ça ne correspond à rien de ce qu'on attend. Les deux seuls projets S auxquels je peux penser, c'est Surface Phone. Non, pardon. c'est soit Santorini. Santorini, c'était le nom de code du logiciel, enfin visiblement c'est le nom de code de Windows Lite. Donc je vois pas trop pourquoi, enfin ce serait pas un appareil du coup, et c'est bizarre que ce soit un nom de code qui serait utilisé par l'équipe Surface. Ouais. L'autre nom de code, moi, auquel ça m'a fait penser, c'est justement Project Scarlett, qui est le nom de la future console de Microsoft, et qui est pour le coup est censé être conçu en partie par l'équipe Surface normalement. Donc ça a plus de logique, mais je vois pas pourquoi ils en parleraient le 2 octobre, alors c'est pas du tout un événement gaming. Donc c'est mystérieux et on n'en sait rien du tout. Voilà. D'accord. Donc au final, je garde mon projet S et puis je vais attendre le 2 octobre pour savoir ce que j'en fais. C'est ça. Ok. Le projet Satya. Le projet Satya, ouais. On n'y a pas pensé. Sinon, pour continuer, je pense qu'on touche au bout de cette partie hardware. Il me semble qu'il y a eu un projet de charnière pour les appareils pliables de chez Microsoft. J'ai cru comprendre que c'était un brevet qui était ouvert aux autres fabricants, Cassim. C'est Centaurus. C'est cadeau. C'est un peu ça dont je parlais avec Centaurus, effectivement. Ils ont déposé un brevet pour les appareils pliables comme le Galaxy Fold. Alors là, pour le coup, c'est vraiment des appareils pliables qui auraient un seul écran. Et en fait, la charnière aurait un fluide intégré qui rendrait la charnière plus résistante au pliage-dépliage à répétition qu'on peut avoir avec un Galaxy Fold, par exemple. Et bref, on peut avoir confiance. Quand même, les charnières, c'est quand même un peu le dada de Microsoft. Entre le pied ajustable de la Surface Pro, la charnière un peu chelou du Surface Book. C'est toujours un moment charnière pour Microsoft. C'est toujours un moment charnière pour Microsoft. Joli, David. Et donc, ils ont ce brevet qu'ils ont déposé. Et en fait, c'est un brevet qui n'est pas déposé par l'équipe Surface, qui n'est pas attitré à l'équipe Surface, mais qui est attitré à la division qui détient les brevets en fait, de Microsoft et la division Microsoft Licensing, qui est en fait une division prévue pour vendre des licences de brevets en fait. Autrement dit, ce brevet pourrait être utilisé par Asus, Lenovo et compagnie si ils achètent le droit de l'utiliser. Je croyais qu'il était gratuit, mais il n'est pas gratuit en fait. Ils peuvent faire une licence gratuite s'ils veulent. Après, ça dépend de. Par exemple, ils peuvent faire une licence qui est payante pour Apple. C'est à eux si tu veux, ils peuvent le négocier par fabricant. Non, mais je pensais qu'elle était open source, que ce brevet était cadeau. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais pas à ce point-là, mais par contre, elle est quand même ouverte. Le fait que ce soit Microsoft Licensing qui ait les droits sur ce brevet montre qu'ils sont ouverts au fait que ce ne soit pas une exclusivité à Surface. C'est ça le point important. Et ça montre bien qu'il y aura des appareils pliables. Qui veulent faire des appareils pliables pour tous les fabricants et pas que l'appareil Surface, quoi. Pas que Centaurus. Ok. Alors Cassim, je pense qu'on va parler du dernier appareil et je me dis projet S, peut-être que ça serait le projet Sound. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que il me semble avoir vu passer des brevets pour des enceintes connectées ou en tout cas des appareils, des enceintes fabriquées par Microsoft et je me dis est-ce que ça pourrait pas être ça parce que ils ont sorti le Surface Headphone, pourquoi pas une enceinte Surface, pour aller dans le temps de pause ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant en plus avec ça, c'est que à la base, pour cet événement Surface, quand j'en avais entendu parler il y a plusieurs mois, c'était, il n'y avait pas forcément, il y avait bien un remplaçant, une nouvelle génération qui allait accompagner le Surface Headphones, mais c'était des écouteurs. C'était des écouteurs façon. Des Zentra. Ouais, façon AirPods un peu, des sans fil, les écouteurs sans fil que maintenant tout le monde un peu a depuis que Apple en a fait. Un peu comme ça exactement. Ouais. Que tu recharges un petit boîtier après. Et ils étaient censés sortir des Surface Buds avec Cortana intégré et compagnie. Pas entendu parler depuis. Et là, d'un coup, il y a plus un brevet qui entoure une enceinte portable
qui ressemble très portrait quand même un peu à un Google Home Mini ou un Amazon, je ne sais plus comment il s'appelle. Echo. Amazon Alexa. Echo Mini, voilà, Alexa. Mais là, ce serait made in Microsoft, avec du coup, on l'imagine, Corta truc, là, enfin, Corta machin. Alexa. Oui, enfin, on imagine une enceinte qui intégrerait Cortana pendant les 2 premiers mois de sa sortie, puis qui intégrerait Alexa une fois que tout le monde aurait compris que ça servait à rien d'intégrer Cortana depuis le début. Comme tous les autres produits Microsoft qui intègrent Cortana et qui finissent par intégrer Alexa 3 mois après. À disparaître, ouais. Donc c'est un peu bizarre. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est là où j'aimerais rappeler qu'un brevet ne signifie pas qu'il y aura un produit derrière. C'est juste un projet. C'est déjà une idée à déposer. Et c'est en général, c'est plutôt synonyme de projet. Et du coup, c'est possible qu'ils aient eu l'idée de faire une enceinte connectée et que finalement elle n'arrive pas, ou qu'elle arrive et que ce soit pas du tout un produit grand public, que ce soit un truc d'entreprise. Enfin, il y a 1000 et une possibilités. Ça se trouve, ce sera juste une enceinte. Pour Skype, par exemple, c'est une sorte d'enceinte à mettre dans les bureaux, comme ils ont les trucs, tu sais, les. Ouais, qui remplace le téléphone, là, vraiment. Ouais, voilà, leurs appareils qu'ils ont des fois dans les salles de réunion qui fait le téléphone, voilà, là, ça ferait enceinte Skype. Pour les conférences audio. Ouais. Ça pourrait être ça, enfin voilà, c'est assez large. D'accord. Ce sera clairement pas la clé de l'annonce, le truc que tout le monde retiendra, je pense, en octobre. Non. Mais bon, écoute, on ne sait pas parce que vu qu'ils nous ont sorti un casque, on pourrait bien avoir une enceinte pour la musique. Bon, ça sera la surprise. Allez, moi, je vous propose d'enchaîner et de passer à un dossier qui a beaucoup plu à Cassim. On va parler de 2 choses en lien avec la Xbox. La première chose, c'est la sortie du jeu Gears 5. Alors, Cassim, est-ce que tu l'as essayé, Gears 5? J'ai essayé le module d'entraînement, le tuto d'entraînement pour l'instant. J'ai pas encore eu le temps de. Je finissais un autre jeu avant. D'accord. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. De toute façon, ce qui est bien avec Gears 5, honnêtement, c'est qu'il est gratuit. Puisqu'il est dans Non, il n'est pas gratuit. Il est compris dans ton Game Pass Ultimate. Voilà. Tout à fait, que j'ai payé en jouant Même 3 ans à. Même le Game Pass. Rappelons, oui, c'est ça. Alors c'est marrant, on sent que Microsoft tente des trucs et qu'ils essaient de voir ce qui marche pas, ce que les gens comprennent, ce que les gens ne comprennent pas. Avec le lancement de Gears 5, il y a eu un peu de confusion sur qui a le droit à Gears 5 et qui n'a pas droit. En fait, il y a Gears 5 et il y a Gears 5 Ultimate. C'est comme souvent avec les jeux vidéo un peu de cette ampleur. Il y a une version Ultimate avec des DLC gratuits, enfin intégrés dedans, avec une version un peu plus chère. Les gens qui sont abonnés au Game Pass Ultimate, ils ont le droit à la version Ultimate du jeu. Les gens qui sont abonnés au Game Pass tout court, ils ont le droit à Gears 5 tout court. Carrément. Et en fait, du coup, ça faisait que les abonnés au Game Pass Ultimate ont eu le droit au jeu 5 jours avant, parce que c'était un des bonus de la version Ultimate du jeu. Et du coup, ça a un peu créé de la confusion. Les gens ne comprenaient pas, mais je suis abonné Game Pass, quand est-ce que j'ai le droit au jeu, etc. Donc, je reconfirme que tout le monde a le droit au jeu. Et c'est quand même une grosse sortie, c'est la grosse sortie de la fin d'année pour Microsoft, et qui a l'air de bien marcher. Je sais pas si quelqu'un l'a essayé, du coup. Oui, moi je l'ai essayé. J'ai fait le module d'entraînement et j'ai fait les 2 premiers gros chapitres. Ok, et alors je suis pas habitué à jouer à ce genre de jeu. J'ai jamais joué à Gears. Gears non, mais bon, je joue à The Division, ce genre de jeu. Alors c'est pas tout à fait le même contexte, mais finalement, tu ramasses des pions, tu tires et puis voilà quoi. Et j'ai plus l'habitude quand même de la souris et du clavier, donc ça me gêne un petit peu d'être uniquement à la manette. Sinon, il faudrait que j'arrive à brancher une souris et un clavier sur ma Xbox. Mais le jeu, je le trouve très agréable. Les décors sont vachement bien. Les temps de chargement sont quand même. Alors, j'ai qu'une One S, j'ai pas une. Ouais, ce que j'allais te demander. Les temps de chargement sont corrects. Ils sont pas rapides, mais ils sont quand même corrects. Vraiment, c'est un bon jeu. C'est pas mon jeu préféré. J'ai fait les 2 premiers chapitres vraiment pour le tester et je suis retourné sur Assassin's Creed Odyssey parce que je préfère ce genre de jeu. C'est pas du tout pareil. Mais je sais que je vais revenir sur Gears 5, clairement, c'est sûr. Je pense que c'est un très bon jeu qui me semble très bien fini. Mieux fini que les jeux Ubisoft, par contre. Oui, clairement, moi, ce sur quoi je peux discuter, c'est le côté technique du jeu. Il y a l'expert en la matière que tout le monde, l'expert reconnu, c'est Digital Foundry, qui est un site anglais
qui testent techniquement, enfin qui relèvent techniquement vraiment comment les jeux s'exécutent et tout. C'est très, enfin, ils font ça en anglais, c'est très intéressant, ça fait des très longs papiers. Et ce qu'il faut retenir pour Gears 5, c'est que le jeu semble, de leur point de vue, il n'y a pas de portage. Par exemple, on peut pas parler de portage PC ou de portage Xbox, c'est que le jeu a l'air parfaitement optimisé, d'avoir été conçu à l'origine pour chaque type de machine, que ce soit la Xbox One S, la Xbox One X ou un PC. Après, Attends, Cassim, tu veux dire qu'il y aurait une version différente pour la One S, une pour la One X et une pour le PC? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une version qui est en défaveur par rapport à une autre. D'accord, ok. Ils ont probablement fait un développement unifié et qu'il n'y a pas une version séparée pour chaque truc. Mais par contre, d'habitude avec les jeux, même les jeux Microsoft, avant, on se rendait compte, on savait que on sent que le jeu il a été développé pour la Xbox One X et après ils ont fait le portage pour qu'il fonctionne sur PC, en l'adaptant, en travaillant et pour l'optimiser un peu pour le PC. Là, ils avaient l'impression, Digital Foundry, que le jeu avait été vraiment créé pour, comme si ça avait été un jeu PC, comme si ça avait été un jeu Xbox, sans arriver à dire quelle machine était la machine objective, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Un petit peu comme s'ils avaient créé toute la base commune pour les trois plateformes et qu'ensuite ils avaient développé chaque partie indépendamment pour chaque objectif visé. Okay. Sachant que du coup c'est aussi un jeu qui fait vraiment vitrine technologique pour Microsoft et qui est un vrai petit exploit technique parce qu'il tourne sur Xbox One X en 4K à 60 images secondes dans tous les modes de jeu disponibles. Et ça c'est un truc, enfin c'est je pense le seul jeu je crois de cette génération à tourner dans cette qualité-là. Malgré, avec en plus la qualité graphique bien détaillée, enfin c'est pas un jeu moche. Ouais. Bon. Non, le jeu est beau, il y a du beau grain, franchement ça vaut le coup. Et donc c'est très impressionnant sur PC, ils ont fait un travail incroyable alors que les joueurs PC sont un peu craintifs de Microsoft en termes d'optimisation et tout ça. Par le passé ils n'avaient pas toujours fait des très bons boulots, et là c'est une vitrine. C'est aussi une vitrine pour l'accessibilité. Dès le début du jeu, il te demande si tu as le pad accessibilité de Microsoft. Et il y a un spécialiste, alors c'est un Américain je crois, qui en fait teste les jeux en termes d'accessibilité parce qu'il a un handicap. Et en fait le jeu est aussi là vraiment une sorte de guide. Il concluait son test en disant que que tous les développeurs devaient jouer au jeu pour comprendre ce qu'il fallait faire en fait en termes de. Ah oui, à ce point-là. C'était vraiment un modèle, ouais. Par exemple, un truc qu'il soulignait, c'était le fait que les sous-titres vont jusqu'à décrire la musique du jeu. C'est-à-dire, par exemple, la musique s'adoucit, ce qui est un élément important, par exemple, pour dire que la vague est terminée, il n'y a plus de monstres. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc auquel toi tu te rends pas compte. La musique te met dans une ambiance où tu sais que les méchants vont arriver. C'est ça. Où tu sais que c'est fini, que tu sais, t'as fini, t'as tué tout le monde, c'est bon. Et les sous-titres qui décrivent pour les malentendants, ils décrivent cette situation-là, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qu'il avait jamais vu. On peut régler la taille des sous-titres. Enfin, je vais pas faire la liste, mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'options pour l'accessibilité. Donc ça, c'est super cool aussi, je trouve, qu'ils aient réussi vraiment à faire un peu un maître étalon sur ces éléments-là, quoi. Alors, et du coup, ça montre que c'est pas que du marketing, je trouve, de la part de Microsoft. Sur l'accessibilité, quoi. Pour moi, c'est plus une vraie preuve concrète que c'est important pour eux, quoi. Ok, bon, mais super. Voilà, donc je pense que tous les deux, on ne peut que conseiller ce jeu Gears 5. Prenez-le, que ce soit en version Ultimate ou en version normale, j'aurais envie de dire. Franchement, ça vaut le coup. C'est un jeu au moins à essayer. Donc, si vous avez le Game Pass, allez-y, quoi. C'est 55 gigas, d'accord? C'est 55 gigas, David. Ouais, je testerai dans une semaine quand il sera téléchargé. D'accord. Ok. Allez, donc on va rester dans l'univers Xbox cette fois-ci. Et vous savez que Microsoft a un gros bébé qui arrive dans le monde du jeu vidéo. C'est pas un studio encore qui a été racheté. C'est tout simplement le projet xCloud avec la possibilité de faire du streaming de jeux vidéo sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones, partout dans le monde. Et donc, on a appris que cette semaine, je crois, Cassim, Phil Spencer a joué pour la première fois. Alors, je pense qu'il a déjà dû jouer avant, hein, mais du moins en public. Il a joué avec, je sais plus qui, avec une personne connue, bref. Voilà, on en sait un petit peu plus?
Alors, effectivement, il avait déjà testé. Alors, pour Xcloud, il l'avait déjà testé auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que la preview arrive le mois prochain. Là, donc, on approche vraiment. Normalement, dans un mois, on pourra peut-être mettre les mains dessus. Donc, ça, c'est cool. Donc, peut-être si c'est disponible en France. En tout cas, et ils en parleront peut-être au début octobre. En tout cas, ça monte un peu en pression et donc c'est très intéressant à suivre. Pour l'instant, ça reste à l'état de bêta chez Microsoft. Ils avaient fait aussi une démonstration publique dans plusieurs salons et ils avaient fait une démonstration publique au Microsoft Store de Londres. Donc là, ça approche vraiment fort. Le point sur lequel il a communiqué récemment aussi, c'est le fait qu'il ait testé pour la première fois un jeu sur Xbox Scarlett, qui est la prochaine génération de Xbox. D'accord. Et il en a parlé sur un stream de Bungie, l'éditeur de Destiny 2. C'était ça. Et il a annoncé que ça y est, il avait joué à son premier jeu Xbox Scarlett. D'ailleurs, donc on ne sait pas lequel c'est, on imagine que c'est Halo Infinite qui est le premier jeu, enfin qui sera le jeu de lancement de la console. Donc ça y est, enfin, à l'approche, faut savoir qu'un projet comme ça met du temps à être conçu, mais là on imagine que les caractéristiques techniques doivent être clôturées. Enfin, ils doivent avoir une bonne idée, à mon avis, des composants qu'ils vont mettre et de la fiche technique en fait à l'intérieur. Je pense que le design n'est pas forcément encore finalisé ou des trucs comme ça, mais par contre le design extérieur. Mais ils savent les specs et ils savent les jeux qu'ils auront pour le lancement. Donc ça aussi, ça va arriver bientôt, les annonces. On va bientôt en apprendre plus sur Scarlett. À mon avis, ce qui est intéressant d'ailleurs, pour revenir sur le Gears 5, c'est que Digital Foundry mentionnait le fait qu'aucun PC actuellement ne fait tourner le jeu à fond avec tous les détails techniques, tous les détails graphiques au maximum. Et notamment, la Xbox One X fait quasiment tout tourner à fond, mais il y a des options qui sont laissées volontairement, enfin qui semblent être volontairement laissées désactivées. Et on sent que peut-être dans un an, il y aura un patch Xbox Scarlett pour le jeu pour permettre de tout déverrouiller, débrider le jeu, quoi. On sent qu'ils sont laissés sous le coude un peu avec le jeu, quoi. D'accord. Un truc de dingue. Ok. Merci beaucoup, Cassim, pour toutes ces informations complémentaires. Alors, on va terminer par la partie application, principalement dans le monde Android maintenant, avec des applications notamment comme Wunderlist. Vous vous rappelez peut-être Wunderlist, c'était l'application de To-Do List qui avait été rachetée par Microsoft il y a quoi, 4 ans, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, l'ancien patron de Wunderlist demande à racheter son application. Alors, pourquoi tout ça, Florian, Cassim Parce qu'il trouvait que Microsoft n'avait pas fait grand-chose avec et que To-Do, la nouvelle application, n'était pas à la hauteur. Et également, il trouvait ça dommage que le nom avait été abandonné. D'accord. Mais bon, ce sera jamais le cas. Non, bien sûr, bien sûr. Et comme par hasard, juste la semaine après qu'il ait dit ça, Microsoft a sorti leur nouvelle version de To-Do. Oh. Et qui est calqué sur Wunderlist ou pas? Moi, je n'utilisais pas beaucoup Wunderlist, donc je ne sais pas vraiment si ils ont récupéré toutes les fonctions, mais à ce que j'ai lu, oui, ils disent que ça récupérait déjà pas mal de fonctions de l'époque. Après, je n'utilise pas beaucoup To-Do, donc peut-être que quelqu'un d'autre ici peut en parler un peu plus. Cassim, tu es un To-Do utilisateur? Oui, j'utilise plutôt To-Do, mais après, j'ai pas l'impression de l'utiliser assez pour être choqué, pour accueillir incroyablement cette mise à jour. Moi, ce qui m'a fait rire vraiment, c'est la polémique, le retournement de situation et la synchronisation de calendrier de Microsoft avec le créateur de Wunderlist, quoi. Mais c'est clair, c'est étonnant. Ils l'ont quand même passé. Hasard du calendrier, quand même un peu bizarre, quoi. Ouais. Après, j'ai vu quelques petits trucs, moi, parce que je l'utilise un peu, comme tu dis, juste pour mes trucs de boulot. Et parfois, j'utilise notre compte Asso, donc le compte pro, et ça donne des fonctionnalités supplémentaires par rapport au compte perso. Par exemple, il nous dit que si on va flag un email sur notre compte pro, il va automatiquement apparaître dans To-Do. Et parfois, quand on crée une tâche, je propose d'aller l'exporter vers Microsoft Planner pour aller dire pouvoir suivre les tâches qui avancent sur le... Avec la nouvelle icône? Pardon? Ouais, j'imagine. Pardon.
Bref, ça a l'air de vraiment penser encore plus pour ceux qui ont un compte pro, pour ceux qui ont un compte perso. Ceux qui ont un compte perso peuvent l'utiliser de façon basique pour gérer leurs tâches, mais ils en font vraiment donc le système intégré à tout l'écosystème Microsoft pour la gestion des tâches sur toutes les apps Microsoft dans Office 365 professionnel. Ok, merci beaucoup Florian. On va avancer, on va passer à l'application Courrier. L'application Courrier qui vous permet d'envoyer vos emails sur Windows 10. Alors, cette application Courrier subit quelques petits changements ces derniers temps. Elle va notamment avoir la possibilité de synchroniser vos signatures entre vos différentes machines. Donc, vous créez une signature pour un compte sur une machine et vous allez enfin avoir cette signature qui se répercute sur les autres machines. Ça, c'est un truc qui manquait. Moi, personnellement, à chaque mise à jour quasiment de Courrier, ça me faisait sauter mes signatures, ce qui était très, très pénible. Et puis, je crois que Florian a rajouté que l'application avait été revue, elle avait changé de langage de programmation, non? Il y a une bêta qui va être lancée pour d'abord pour calendrier, mais ces deux applications sont connectées. Pour l'instant, c'est une seule application qui gère les deux. Une bêta qui va être lancée pour calendrier, qui va être une version en React Native, qui sera connectée directement donc à la version qui est actuellement sur le web. Donc, si on va sur live.com, ou je ne sais plus comment c'est actuellement, outlook.live.com, les URL changent tellement que je ne sais plus. Bref. Mais ça marche toujours. Je trouve ça assez intéressant parce que depuis 1 an et demi à peu près, il y a plus de fonctions sur la version web que sur la version UWP, la version Windows. Il y a pas mal de fonctions en plus, et j'ai l'impression je me demandais si un jour ça finirait par arriver, si on allait avoir l'application locale qui finirait par être mise à un niveau. Et bien apparemment, ce qu'ils vont faire vraiment, c'est qu'ils vont faire donc une application React Native qui va donc amener donc les nouvelles capacités de la version web à l'application Windows. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que je trouvais que les applications Windows étaient, comme je disais, un peu en retard. Un truc tout bête, c'est par exemple sur outlook.com, donc la version web. Si j'ai un email avec un PDF, je clique dessus, il m'ouvre le PDF dans une petite fenêtre sur la droite. Et tu as l'aperçu. L'email sur la gauche, et je peux répondre en lisant le PDF. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je crois qu'on pouvait faire à l'époque sur Windows 8.1. De mémoire, il y avait quelque chose d'assez similaire sur l'application Courrier. Mais sur celle qu'on a de Windows 10, c'est vraiment pas intégré très bien. Ça trouve le PDF dans le PDF à part, et il faut se débrouiller un peu. Et finalement, je me rends compte que moi, dès que c'était un email un peu évolué, c'était pas juste faire une petite réponse, soit j'allais sur la version web, soit j'utilisais le gros client Outlook 365 2019. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc oui, pour moi, ce serait bien d'un coup qu'ils mettent à jour ce client intégré. Le Courrier. Ok. Après, ça va être fait. Pardon ? Ça n'a pas été fait exprès que Courrier soit beaucoup plus simple pour simplifier un peu les choses pour mais là, il est trop les gens qui utilisent juste. Ouais. À l'origine, oui, mais est-ce qu'il est vraiment beaucoup utilisé en l'état? Moi, je connais pas beaucoup de gens qui. Moi, je l'utilise parce qu'il est simple justement, mais je connais pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller sur les versions web, je crois. Mais par habitude. Et puis au final, ça fera aussi une app de moins à maintenir. Hein. Finalement, si ils font comme Skype, comme les applications Outlook, avoir une sorte de code commun avec du React Native et qui derrière descend sur toutes les apps, ça les embête moins. Ils n'ont qu'une seule base de code ensuite. Alors, on a Florentin dans le chat qui nous dit que pour lui, il utilise Courrier et que rien ne lui manque. Moi, j'utilise aussi Courrier, mais il manque tout ce qui est gestion de groupe. C'est super galère de gérer des mails à des groupes par l'application Courrier, alors que tu peux le faire par la version web. Allez, je vous propose de continuer pour vous parler alors de OneNote, mon petit OneNote, mais cette fois-ci qui gagne la fonctionnalité d'écriture au doigt, mais sur iOS. Alors, il était temps quand même que sur Apple, on connaisse l'écriture au doigt. Ils sont peut-être en retard là-bas. Voilà. Et ça ne sert à rien à styler. Steve Jobs nous l'a dit. Ouais, mais maintenant ils en ont un quand même stylé sur l'iPad Pro. Enfin, je crois. Il me semble un truc blanc là qui coûte la peau des fesses. Enfin, tu vois, les stylés surface, c'est pareil maintenant. Allez, on continue avec Whiteboard, Microsoft Whiteboard, le tableau blanc de Microsoft qui voit arriver des mises à jour. Alors, vous verrez vraiment toutes les fonctionnalités de Whiteboard si vous avez un compte éducation. C'est vraiment pensé pour l'éducation. Ça remplace vraiment votre tableau blanc. À l'époque, il y avait un enregistrement chronologique de ce que vous faisiez, donc vous pouviez faire dérouler votre tableau au niveau chronologique. C'était vachement sympa. Ça permettait de voir ce que vous aviez fait. Là, on n'a plus tout ça. Il y a quand même pas mal de remaniements. Et
Moi, je vous conseillerais quand même d'aller plutôt sur du OneNote, où là, c'est vraiment quasiment aussi bien. Enfin, vous avez autant de fonctionnalités de dessin presque, et vous avez toute la facilité d'organisation de OneNote, de rangement de vos notes. Donc, allez-y. Pour continuer, une petite information rapide, Cassim, il me semble que sur Android, Outlook a atteint le milliard de téléchargements quand même. Pardon, OneDrive. OneDrive a atteint le milliard de téléchargements, donc du succès pour l'application de Microsoft et le service de cloud. Elle est très bonne, hein, l'application. Oui, c'est pas surprenant, c'est une application gratuite. Je pense qu'elle est très populaire et effectivement, c'est une très bonne chose. Je me demande dans quelle mesure c'est aidé en plus par le fait qu'elle est intégrée de base dans pas mal de téléphones, notamment les smartphones Samsung. Donc j'imagine que ça ne peut que aider le nombre de téléchargements. Enfin, je sais pas si du coup l'installation je me demande si l'installation par défaut compte comme un téléchargement, par exemple au premier téléchargement d'une mise à jour ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça compte comme une installation ou pas? Je ne sais pas. J'imagine que ça doit quand même compter. Je pense que oui. Pour atteindre ce milliard. Mais c'est un très bon score. Ouais, ça fait un sacré chiffre. Et puis pour terminer, en fait, on va peut-être s'arrêter sur cette application. Il me semble que Microsoft, toujours, nous fait bénéficier d'une application de sécurité, Microsoft Authenticator, alors qui voit 2 grosses fonctionnalités arriver. Est-ce que, Cassim, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors 2, je sais pas, mais une, en tout cas, c'est la synchronisation dans le cloud qui est vraiment très pratique, qui est déjà disponible sur iPhone, et là qui arrive sur Android. Donc ça veut dire qu'elle permet en fait, si vous changez de téléphone, de récupérer tous vos codes de double authentification sans devoir reconfigurer vos comptes un par un. Donc c'est vraiment très très pratique. Moi de toute façon c'est mon application d'authentification préférée. Et clairement, c'est celle que j'utilise. Et d'autant que je vous rappelle que si vous l'utilisez avec votre compte, elle est compatible avec n'importe quel type de compte qui fait de la double authentification, comme Amazon, Google, Facebook, etc. Ouais. Mais si vous l'utilisez pour votre compte Microsoft, elle permet de se passer d'un mot de passe. Tout à fait. Quand vous vous connectez sur votre compte Microsoft, que ce soit sur un PC, sur le web, etc., Outlook, OneDrive et compagnie, vous tapez juste votre login, votre mail, quoi. Et en fait, après, vous recevez une notification directement sur votre téléphone qui va en général vous identifier avec le lecteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale. Et après, vous n'avez plus qu'à valider et hop, c'est bon. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir une adresse Microsoft ? Ah, pardon. Excuse-moi. Oui, vas-y, David. Tu n'es pas obligé d'avoir une adresse liée à Microsoft pour utiliser Authenticator ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, c'est l'application, la double authentification utilisée par Microsoft et utilisée par l'application de surcroît et repose sur un standard en fait que beaucoup de marques utilisent. Donc, par exemple, Google fait de la même chose, Dropbox aussi, Amazon pareil. Donc, tu peux dans l'application rentrer souvent sur ce genre de service. Donc, ils vont te proposer un QR code quand tu configures la double authentification. Et avec l'application, en fait, tu peux démarrer l'application, scanner le QR code et ça va générer des codes toutes les 30 secondes, comme la plupart des applications de ce type, quoi. D'accord. Moi, ce que je trouvais particulièrement bien dans le fait de pouvoir s'identifier grâce à cette application, c'est quand tu vas sur des ordinateurs qui ne sont pas les tiens, où tu n'es pas forcément sûr de la qualité du système, au moins tu ne mets pas ton mot de passe dedans. Alors je suppose, Cassim, qu'au niveau sécurité, c'est quand même mieux de s'identifier comme ça, non ? Clairement, ça enlève. En fait, c'est en tout cas comme ça que Microsoft veut qu'on s'identifie dans le futur. Depuis la version 19.03, je crois, de Windows 10, maintenant on peut carrément configurer son compte au premier lancement de la machine, on peut configurer son compte comme ça. On n'a plus jamais besoin de rentrer son mot de passe. Et c'est vraiment, ils veulent supprimer le mot de passe en fait des comptes de Microsoft, quoi. Et c'est sécurisé dans la mesure où souvent les smartphones de nos jours, ils ont quand même une notification biométrique, quoi. Donc c'est pas n'importe qui a le téléphone et qui peut appuyer dessus normalement. Normalement. Après, le biométrique, ça a aussi ses limites. Ouais, c'est des limites un peu théoriques. En vrai, oui, on a tous lu les articles où tu peux imiter machin, mais en fait, dans la vraie vie, qui va prendre ton empreinte sur un verre limité, acheter un papier à $3000 Tu as raison. mais on peut aussi, alors que le mot de passe, après, tu ne pourras jamais changer ton empreinte, alors que tu peux changer ton mot de passe. C'est sûr.
Mais bon, c'est un grand t'as 10 débat. doigts quand même. Pardon, David? T'as 10 doigts. Ouais, peut t'as changer. 10 doigts, c'est vrai. Même Et après, 20. t'as les Même orteils 20. aussi. Ouais. Ça dépend des gens. Allez, ça dépend des gens. Une, Ok. une remarque par rapport à Authentificator, ils avaient annoncé qu'ils réfléchissaient également à le mettre sur PC à terme. Et moi, j'attends vraiment ça me saoule que ce soit seulement sur téléphone. C'est- Mais Ah, ça tu fait veux- un moment qu'ils en avaient parlé. Ouais, ils en avaient parlé il y a un an et c'est toujours pas arrivé. Moi, je trouve ça long. Tu voudrais clair. copier-coller directement depuis le PC, par exemple, tes codes, c'est ça Bah non, mais c'est juste avoir la même chose. L'authentificateur sur le PC également. D'accord. Parce que tu sais, si genre je suis sur le PC et qu'il me demande de passer sur l'authentificateur, parfois quand tu vas sur la page de sécurité avancée du compte Microsoft, là il te demande de t'authentifier. Et donc là, si j'ai pas le téléphone, je dois le chercher. Moi j'aimerais bien un notif sur le PC qui arrive et qui me dit clique OK. C'est. Voilà. Bon. Tu trouves ça gênant? Non? Non, bon. Ah non, c'est pas gênant. Non, c'est bon. Après, comme disait Cassim, il faut une bonne sécurité sur la machine qui reçoit la notification. Ouais, mais la machine, le PC, il est chez moi, c'est mon PC fixe. Hein. Alors bon, si quelqu'un est entré chez moi, je pense que j'ai plus de problèmes que savoir s'il va se connecter à mon compte Microsoft. Après, il peut se connecter à ta machine sans être chez toi aussi, tu sais, ça se fait Ouais, aussi. mais bon, après, il peut se connecter à mon téléphone aussi sans être chez moi. Si on part par là, tout le monde peut hacker Oui. tout. Donc bon, voilà. C'est ça. Bon, allez. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. On a fait un bon épisode d'1 heure alors qu'on visait 20 à 30 minutes. En tout cas, merci d'avoir été là, David, d'avoir été là entièrement cette fois-ci. Hein. Ça a tenu, ouais, ça fait plaisir de vous revoir, les copains. Ouais, mais écoute, très content de t'avoir revu. Florian, merci d'avoir été là également. Cassim, merci aussi. Chers auditeurs, on vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine, donc autour du 26 septembre, si tout va bien, sauf si on a des soucis ou pas d'actualité Microsoft, mais j'espère qu'il y aura quelques petites rumeurs, Cassim, qui vont arriver. La semaine prochaine, le 26 septembre, c'est The Good Place, saison 4, épisode 1. D'accord. Bon, on le regardera en direct sur le. C'est écrit sur mon calendrier, je viens de le voir. Ok, super. Bah écoute, on le regardera après l'enregistrement. Exactement. Voilà. Écoutez, donc à la semaine prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cet épisode sur tous les réseaux si vous l'avez apprécié, à nous faire vos retours sur le site et sur la page de l'article de l'épisode 160. Merci à vous, à dans une semaine. Portez-vous bien, ciao. Ciao.